Merci, j'en avais besoin. Merci. Il n'y a pas de flashback. L'histoire se poursuit de façon très claire d'une seule traite dans le présent. Et ça fait suite peu de temps après le moment où donc on découvre que Blanche-Neige et le Prince Charmant partagent cette vision-là. Et je le dis tout de suite, je retire ce que j'ai dit. C'est super bien géré dans cet épisode. Voilà, il y a tout un petit montage très très bon où ces deux-là essayent de continuer à poursuivre leur vie en devant vivre pendant que l'autre est forcé de dormir. Et ils jouent là-dessus. Le montage est très joli et on sent cette espèce d'effet de ras-le-bol qui s'installe un petit peu. Et à la fin, ce petit moment où elle déchire la page parce qu'elle ne sait plus quoi écrire en fait pour l'accueillir à son réveil, Blanche-Neige. Excellent, excellent mise en scène. J'ai adoré ça. Un très très beau moment. Donc je le dis, bien joué, bien joué. Comme je l'ai dit, l'épisode précédent, ça promettait beaucoup. Et pour l'instant, ça tient ses promesses. Donc je suis bien content pour ça. Il y a même un petit moment au début avec Regina qui sent complètement coupable de ce qui se passe et qui est presque prête à se sacrifier pour se débarrasser de la méchante reine et où Emma essaye de l'en dissuade en disant ouais mais ma vision a de fortes chances de se réaliser et j'ai pas envie que Henri se retrouve seul plus tard. Ça joue beaucoup sur le lien entre ces deux-là et leur statut de mère envers Henri. Et c'est le cœur de cette histoire et je trouve qu'elle est bien réussie. Voilà, parce que voilà ce qui se passe. Au bout d'un moment, Emma essaye de trouver un moyen de contacter le dragon, mais le dragon, bah, il n'est pas trop disponible puisque la méchante reine s'en est pris à lui. Ça, et donc, Regina n'a pas trouvé de moyen de contrer cette malédiction, mais un moyen de s'en prendre directement à la méchante reine. Il y a des tonnes de moyens d'enfermer quelqu'un quelque part, les gars. C'est pas juste il y a des tonnes de moyens. Faut arrêter de faire comme s'il y avait rien à faire pour ça. Et le moyen en question qu'elle a trouvé, c'est pas le pays des merveilles, parce que ouais, elle veut l'enfermer dans un miroir, la méchante reine, mais c'est un espèce de pays des miroirs particulier où il n'y a pas de magie et on peut juste observer les gens à travers des miroirs dans notre monde. C'est un peu particulier comme monde, plutôt créatif sur le principe, mais ouais, c'est un petit peu dommage que ça ressorte comme ça. Et donc, il décide d'utiliser Henri un peu comme appât pour attirer la méchante reine, parce qu'elle a quand même un petit peu d'affection pour cet Henri-là, d'une façon très coraïenne, si on peut dire ça. Ah oui, non, dans sa façon de faire, elle est très proche de Cora, ça joue là-dessus, ça y fait référence, c'est plutôt bien senti, je trouve. Et donc, ils attirent la méchante reine comme ça. Je sais pas, vous savez qu'elle se rend de temps en temps chez Zelena et chez Rumpelstiltskin. Je n'avais pas forcément besoin de ça, mais bon, ok, c'est pas grave ça. Et il décide donc de la voir comme ça, elle est attirée par Henri et tout, et de la piéger dans le miroir, mais voilà, sans qu'on le voit, la méchante reine a interverti le miroir parce que Regina pouvait pas faire de sort pour protéger le miroir, elle pouvait pas prévoir ça. On peut protéger des cœurs d'être pris, mais un miroir de nous être pris de la poche, alors qu'on est censé avoir des pouvoirs magiques et tout, on peut pas faire ça. Un petit peu forcé, si vous voulez mon avis, mais bon, ok, ça arrive à passer mieux que certains autres trucs d'avant. Et donc, c'est donc la méchante reine qui a le miroir, et c'est elle qui enferme Emma et Regina en même temps. Et pendant ce temps-là, elle décide de se faire passer pour la gentille Regina en disant qu'Emma est partie pendant quelques jours s'occuper d'aller rechercher le dragon, hein, comme c'est amené avant. Comment elle est au courant? Elle a écouté leur conversation. Est-ce qu'elle... Bah oui, parce que je trouve ça dingue que comme par hasard ce soit le coup du dragon comme Emma en a parlé avant, quoi. C'est juste une grosse coïncidence, j'imagine. Mais voilà, donc en se retrouvant dans ce pays des miroirs, elles ne peuvent rien faire, donc elles n'ont plus accès à leur magie. Et donc elles essayent un petit peu de communiquer avec Henri parce que Henri est un peu spécial et c'est aussi une occasion particulière parce que il,
Il doit sortir avec Violette au bal de promo. Oh, Violette, personnage super intéressant, lui. Et honnêtement, la petite relation Violette-Henri dans cet épisode, elle est mignonnette. Alors, elle est pas affreuse ou quoi que ce soit, c'est mignonnette. Donc, pendant ce temps-là, elles essayent de communiquer, mais ça marche pas très bien, puisque la méchante reine s'immisce à nouveau en lui disant un petit peu, lui donnant des conseils pour arriver à bien se tenir, avoir confiance en lui, mais avec les termes qu'elle emploie, c'est-à-dire les termes un peu plus fermes, beaucoup moins doux et gentils que Regina, la gentille, ferait. Alors, Henri commence à avoir des doutes. J'avoue que c'est bien mis en scène là, par rapport au fait à tiens-toi droit, tu dois pas te pencher comme ça. Je dis et lui de dos il se dit bizarre. Non, non, c'est pas elle. Et le petit moment de mise en scène était très, très bon, je le trouvais. Et puis il décide de la jouer. De la jouer malin en faisant croire qu'il croit toujours que c'est elle. Mais ça dure pas très longtemps puisque la méchante reine a vite compris le coup Toros. Ça n'est pas à grand chose dans l'absolu, mais ok. Et pendant tout ce temps, dans le royaume des miroirs, nos deux héroïnes rencontrent le dragon. Le dragon qui s'est retrouvé là par la méchante reine et qui a toujours son cœur arraché. J'avais peur qu'ils prennent pas ça en compte, mais il a toujours son cœur arraché et qui leur parle euh, d'une part, oui, du fait que lui aussi, il sait un peu ce qu'elles ressentent par rapport au fait qu'elles peuvent pas trouver, qu'elles ont peur pour leur fils. Lui aussi, il a une fille et il l'a perdue. C'est le père de Lily, c'est ça? C'est trop ça. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, Lily sera plus présente, mais je sais pas s'ils le mentionneront pas, mais ça sent clairement le fait qu'ils veulent mettre en place que c'est le père de Lily, le dragon. On dirait clairement que c'est ça. Alors que le dragon a vécu aux États-Unis pendant un certain temps, mais il n'y a pas été tout le temps, j'imagine, ou un truc comme ça. J'ai le sentiment que ce sera pas développé ça. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette supposition-là. Et puis aussi, il leur dit surtout que il a commencé à trouver un moyen, une espèce de miroir particulier qui permettrait de partir. Seulement, il n'a pas eu le temps de le compléter parce que c'est un travail de puzzle super compliqué à faire. Vous n'avez pas compris. Et il dit, oh mon Dieu, c'est une tâche sisyphéenne. Et j'insiste sur ce truc-là parce que le rocher de Sisyphe, c'est le titre français de l'épisode. On fait à peine référence à ça, quoi. C'est juste cette réplique-là. Et ça n'a rien d'une tâche à la rocher de Sisyphe. Le coup du rocher de Sisyphe, c'est dès lors qu'on va à fond dans une tâche et qu'on pense avoir terminé, paf, on retourne au début, on revient au début. C'est pas ce qu'il a décrit. Et puis honnêtement, ce miroir, ça sert à rien. C'est juste une excuse pour les réunir à un moment donné, mais ça ne sert absolument à rien. Il aurait pu ne pas être là, ce miroir rassemblé, ça aurait été pareil. Donc, les traducteurs français, qu'est-ce que vous branlez? Pourquoi vous avez fait cette référence-là? Techniquement, vous auriez pu faire une bien meilleure référence rien qu'en disant le marteau d'Héphaïstos. Pareil. Parce que le marteau d'Héphaïstos a au moins un rôle notable dans la résolution, quoi. C'est n'importe quoi. Oui, parce que oui, j'en parle. Pendant tout ça, la reine, la méchante reine a donc trouvé Henri, compris que Henri avait compris, et lui propose un espèce de petit deal. Elle le voit vraiment comme un fils, mais comme un fils genre à la Korra, quoi. Elle se dit qu'il doit être fort, apprendre à être endurci et tout et tout. Henri fait, tu ne la joueras pas, Dark Vador. Il adore faire des références à Star Wars, c'est dingue. Depuis quelques temps, je crois qu'il a fait genre 2 références avant ça à Star Wars dans cette zone, quoi. Oui, à un moment, il a parlé des Wookiees dans l'épisode 6. Et dans l'épisode 2, il a parlé de l'Empire contre-attaque. C'est dingue! Il arrête pas de faire des références à Star Wars. C'était la sortie du film The Force Awakens, le réveil de la Force, et vous avez dit ouais, on va profiter de la hype pour faire une référence à ça. Le petit détail à la con, il va insister à fond sur Star Wars, le gars, quoi. Donc ouais, il veut pas faire ça, mais
C'est là que la reine le met un peu au pied du mur en contrôlant le cœur du dragon et en arrivant à faire en sorte qu'il se transforme donc dans sa forme de dragon et attaque Emma et Regina. Je croyais que la magie ne marchait pas à cet endroit-là. Parce que je comprends pas, j'ai pas compris ça en fait. Pourquoi il peut avoir accès à sa magie et se transformer en dragon et tout, si la magie ne fonctionne pas, à certains points. Un petit peu. Et donc c'est là que la méchante reine lui propose un deal quoi, en disant ok, tu peux sauver tes mères, mais pour ça il va falloir que tu tues le dragon. Donc voilà, je te donne le marteau d'Héphaïstos qui, honnêtement, quand j'y pense, maintenant, n'est pas particulièrement besoin d'être magique, lui aussi. Bah ouais, parce que, ouais, elle a pris le marteau d'Héphaïstos à Rumpelstiltskin, et elle dit, en lui disant, ok, c'est un marteau qui permet d'avoir de la magie à ceux qui n'en ont pas. Sachant que techniquement, Henri a de la magie, c'est l'auteur, merde, mais ok, on va pas insister là-dessus, on va pas insister là-dessus. Et je sais pas, il a besoin d'un marteau magique pour écraser un cœur. Pourquoi ce marteau magique, quoi? Dans l'absolu, ça a un tout petit peu plus de sens que le coup du rocher de Sisyphe. Ça veut dire un tout petit peu plus de choses, mais ouais. C'est histoire de faire une référence à Héphaïstos. Tiens, marteau d'Héphaïstos. Et donc, il dit, ouais, écrase ce cœur et tu pourras sauver tes parents. Et donc, il veut faire en sorte de l'endurcir, de prendre des décisions dures et de noircir son cœur pour qu'il la comprenne mieux et tout, et qu'il soit plus de son côté. Mais Henri il ne s'y plie pas, il décide de briser le miroir vers lequel se penchent Regina et Emma. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'elles se poussent pour que le souffle du dragon magique permette d'ouvrir le portail qui les fasse revenir dans notre monde. C'est pas clair. C'est pas clair comment ça marche, ça. D'ailleurs, un autre truc qui n'est pas clair, c'est que, donc, pendant ce temps-là, en même temps, Henri a pris le cœur du dragon, et le dragon ne réapparaît pas avec elle, quoi. Est-ce qu'il est lui aussi encore piégé dans le monde des miroirs? Je sais pas. Et où est-ce que Magie s'est retrouvé à New York, là où il était avant? Est-ce qu'on fera de nouveau référence à lui? Je sais pas, je sais pas. Aucune idée. J'ai aucune idée. Je vois pas quoi c'est. Donc j'espère qu'on le réévoquera ça. Parce que sur le coup, c'est pas clair. C'est pas clair ce détail. Mais oui, donc Henri lui dit non, je ne suis pas faible comme tu le crois en étant chouchouté par mes mamans parce que ça m'a appris à faire confiance aux autres et à voir des gens sur qui compter et qui me permettent d'être fort en étant avec eux. Toi, tu ne connaîtras jamais ça. C'est un moment très fort. À nouveau, ça joue beaucoup sur la relation mère-fils avec Emma et Regina envers Henri. Et ça crée une espèce de lien assez fort entre elles qui tiennent vraiment à leur fils. Je trouve que c'est là qu'elle brille le mieux et c'est ça qui cimente bien l'épisode. C'est le lien entre ces trois-là. Voilà, qui passe nickel dans cette intrigue. Et puis la méchante reine qui essaye de façon un peu tordue d'avoir sa famille à elle selon ses propres règles et qui n'y arrive pas. Donc c'était plutôt joli à ce niveau-là. Je trouvais que c'était pas mal psychologiquement. Il y avait des moments qui n'étaient pas super bien expliqués, pas un peu ta gueule c'est magique, je le cache pas. C'est dommage pour ça, mais n'empêche que c'était très fort en termes de signification, de développement de personnages, et j'ai beaucoup aimé ça. Bon, on va passer rapidement à la petite sous-intrigue de l'épisode qui est moins bien, autour de Belle qui vient voir Zelena et pour qu'elle l'aide à protéger son enfant de Rumpelstiltskin. Elle la convainc en lui disant, bien que ça me coûte de l'admettre, toi et moi nous sommes semblables. Oui, semblables dans le fait de n'avoir plus aucun intérêt depuis le début de cette saison. Hein. C'est à peu près ça, hein. C'est comme ça que j'ai réagi. Donc ouais, Zelena est d'accord pour l'aider parce que... Je sais pas, il est méchant, gentil, je sais pas trop. Son statut est pas clair en fait, Zelena, j'ai eu un peu de mal quoi. Elle essaye d'embrasser son rôle de méchante envers son fils,
Mais elle y pense plus maintenant qu'elle s'est sentie vaguement trahie par Regina qui lui doit aucune explication par rapport au fait qu'elle fricote avec Rumpelstiltskin. Donc je sais pas quoi, je sais pas ses aspirations, je comprends pas très bien ce qu'elle pense tout de suite, Zelena. Donc ok, elle accepte ça, mais elle n'a pas la baguette. Il permettra de créer un vortex vers un autre monde qui empêchera Rumpelstiltskin d'aller récupérer Belle, sachant que maintenant, avec toutes les possibilités, je suis sûr qu'il peut trouver un moyen de faire un portail pour récupérer Belle, même si elle se barre, mais une autre façon de faire, quoi. Et donc pour ça, il demande l'aide d'Aladin, parce qu'Aladin est le plus grand des voleurs. Et maintenant que j'y pense, ça fait un peu redondant avec Robin des Bois. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont tué, Robin des Bois, rapidement, à la fin de la saison 5. Ils savaient qu'ils allaient avoir Aladin, ils voulaient pas deux princes des voleurs en même temps, j'imagine. Et donc, ouais, Aladin s'infiltre dans le magasin de Rumpelstiltskin. Il lui pique la baguette et un petit truc en plus. J'y reviendrai à la fin, tiens, il donne la baguette à Zelena, Zelena s'apprête à les faire partir, mais Rumpelstiltskin s'en est rendu compte et elle empêche ça de se faire, il empêche ça de se faire, il force Belle à rester à Storybrooke, enfin à porter un bracelet et qui fera en sorte qu'il la repérera tout le temps. Et donc ouais, c'est un petit peu foutu pour ce couple, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je m'en branle, donc... Et alors que Zelena lui refait à nouveau un petit speech pour l'énerver, il commence à étrangler, mais son mal de cœur revient parce qu'ils font référence à la saison 4. Et c'est pas mal de faire ça, hein, c'est bien de garder ça en tête. J'aime bien quand on fait de la continuité comme ça. Il y a toujours ce petit marché entre eux qui fait qu'il est obligé de ne pas lui faire de mal, de la laisser tranquille, sinon ben, il va crever quoi. Donc ça l'énerve un petit peu. Et il dit, ouais, je vais trouver un échappatoire pour remédier à ça. Ce qui amène la fin à dire, ok, Regina, je suis prêt à faire partenariat complet avec toi. Et la première chose que je veux, c'est que tu tues Zelena. Enfin, tu commences à me faire plaisir, vieux. Mon Dieu, tu commences à redevenir intéressant. Rumpelstiltskin, ouais, continue comme ça. Ouais, donc comme je l'ai dit, le drame autour de Rumpelstiltskin et Belle, je m'en fous, donc ça me met passer au-dessus de la tête. Le fait que Rumple en veuille à Zelena, ça c'est bien de reprendre ce conflit-là. Honnêtement, depuis le début, tu devrais être en rogne contre elle, pas seulement maintenant. T'aurais dû trouver un moyen de t'en prendre à elle d'autre façon. Et puis, je vais le redire, parce qu'il y a énormément de gens qui ont du mal avec ça, mais merde! Vous Vous avez des tonnes de moyens de, surtout toi, Rumpelstiltskin, avec tous tes pouvoirs, de mettre quelqu'un complètement HS sans le tuer, sans lui faire de mal au sens propre du terme. Tu pourrais très bien faire comme ce que j'avais proposé pour Jekyll, c'est-à-dire pour Hyde, pardon, c'est-à-dire l'enfermer dans une boîte au fond de l'océan, duquel elle ne pourra pas sortir, et puis voilà. Tant que tu la forcerais à vivre éternellement, ou alors sans pouvoir rien faire, ce serait un supplice et affreux pour elle, ou alors à nouveau, hein, malédiction du sommeil éternel. Voilà, elle sera obligée de vivre un sommeil où qui sera pas très très plaisant, d'après ce que j'ai compris, hein, puisque ce sera pas un rêve chaleureux tout ça. Enfin si, chaleureux mais pas dans le bon sens du terme. Et ouais, ce genre de choses, quoi. Tu peux trouver des moyens de t'en prendre à elle comme ça, tu t'y penses pas. C'est bizarre quand même, je trouve ça bizarre. Mais bon, le fait que tu veuilles directement la tuer et pour ça tu demandes l'aide de la méchante reine, bah, je trouve que c'est pas si mal, quoi. Et ouais, cette espèce de hargne qu'il a envers Selena, pour moi, c'est intéressant de revenir là-dessus. Et ça pourrait rendre le personnage un tout petit peu intéressant, re-rendre le personnage un petit peu intéressant. Ce serait cool, ça. Voilà, donc ça m'est passé au-dessus de la tête, cette intrigue, mais ouais, est-ce que ça peut promettre pour la suite? Ça peut être intéressant. Et puis je sais pas, s'ils ont les couilles de tuer Zelena, je serais tellement content. Ils les auront pas, c'est devenu leur perso fétiche, ils vont trouver un moyen de faire en sorte qu'elle soit toujours présente pendant longtemps. Mais ouais,
Voilà, quoi, ce serait cool qu'il le fasse. Cela dit, j'ai pas parlé du dernier petit détail. Donc, en plus d'avoir volé cette baguette à Rumpelstiltskin, Aladdin a également volé une lampe magique. Alors, c'est pour aider Jasmine à savoir ce qui s'est passé à Agrabah, puisque Agrabah a disparu, tout ça. Jasmine demande, mais est-ce que c'est... Ah non, 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 ça ne peut pas être le génie qu'on a connu parce que je l'ai libéré, il est bien parti, il est libre, il n'y a pas de problème avec lui. Il y a eu un génie dans votre histoire, vous aussi? Parce que c'est pas l'impression que ça m'avait donné votre flashback. Donc vous vous êtes re-rencontrés après la fin du flashback et vous avez une autre histoire avec le génie. Et j'espère qu'on aura un développement là-dessus, ce serait cool de raconter ça. Et donc ouais, ça veut dire que c'est une autre lampe. Et il se demande, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'elle va nous aider et tout? Suspense. Et je sais que c'est la lampe qui contient Jafar. Oui, c'est... il y a les gens qui me disent que c'est en lien avec la Once Upon a Time in Wonderland, ça essaye de suivre un peu ça. Et la seule chose logique, ce serait que ce soit la lampe qui renferme Jafar, comme on le voit à la fin de Once Upon a Time in Wonderland. À nouveau, hein, c'est pas parce que vous ferez un lien logique avec ça, encore que je dis logique, mais quand est-ce que Rumpelstiltskin aurait pu mettre la main sur cette lampe, logiquement? Je veux dire, il a été enfermé dans une lampe, Jafar à la fin de Once Upon a Time in Wonderland, ça se passait durant la même période que à un moment de la série, c'était après la saison 4, logiquement, ça se passait après la saison 4. À quel moment il a pu se rendre dans ce royaume pour mettre la main sur la lampe magique de Jafar? Ça n'a aucun sens sur le principe, ça n'a aucun sens. Il n'a pas pu se rendre à cet endroit-là précisément. Donc je vois pas quoi, je pige pas. Donc c'est histoire de dire. Voilà, il y a ça. Donc ouais, toute cette sous-intrigue secondaire n'était pas très intéressante, mais n'était pas affreuse non plus. Ça allait à peu près. Ça se regardait. Et il y avait beaucoup de bons moments dans l'intrigue principale autour de nos deux mères et de Henri. Et puis tout le suivi de la relation Blanche-Neige-David était très joli. C'est vraiment le meilleur passage de cet épisode. J'ai beaucoup apprécié ça. Très touchant. Beaucoup aimé cet épisode. Voilà. Donc, c'est bien. Vous me redonnez espoir pour la suite. À bientôt pour l'épisode 9. Ciao.